Imaginez que vous puissiez remonter le temps. Pas seulement de quelques années, pas même de quelques siècles. Non, remontez bien plus loin. 70 000 ans en arrière. Vous vous tenez quelque part en Afrique de l'Est, observant un groupe d'humains modernes, nos ancêtres directs, se préparant à quitter le continent. Ils vous ressemblent. Même taille de cerveau, même capacité cognitive, même capacité pour le langage et la pensée abstraite. Maintenant, imaginez cette expérience. Vous divisez ces groupes et les envoyez vers différents continents. Un groupe reste en Afrique. Un autre se dirige vers l'Europe. Un troisième vers l'Asie. D'autres finiront par atteindre les Amériques et l'Australie. Avançons rapidement jusqu'en l'an 1500 de notre ère. Ces groupes, tous partis du même endroit avec le même potentiel biologique, ont développé des sociétés radicalement différentes. Les Européens possèdent des épées en acier, des navires capables de traverser les océans, des systèmes d'écriture élaborés. Ils s'apprêtent à construire des empires qui s'étendront sur le globe entier. Pendant ce temps, de nombreuses sociétés en Afrique subsaharienne, dans les Amériques et en Australie utilisent encore des outils en pierre. Certaines n'ont jamais développé l'écriture. D'autres n'ont pas domestiqué de grands animaux ni construit de villes tentaculaires. La question qui hante les historiens, les anthropologues et quiconque y réfléchit vraiment est simple mais bouleversante. Pourquoi ? Pourquoi des populations humaines, toutes également intelligentes, toutes également capables, ont-elles fini sur des trajectoires si dramatiquement différentes ? Pourquoi la poudre à canon a-t-elle vu le jour en Chine ? Pourquoi la révolution scientifique s'est-elle produite en Europe ? Pourquoi les Amérindiens étaient-ils vulnérables aux maladies européennes, mais pas l'inverse ? Et peut-être la question la plus inconfortable de toutes, pourquoi les gens de différents continents ont-ils même des apparences physiques différentes ? Avant d'aller plus loin, abordons l'éléphant dans la pièce. Ce sujet rend les gens nerveux, et pour de bonnes raisons. Pendant des siècles, ces différences ont été utilisées pour justifier des choses horrifiques. L'esclavage, le colonialisme, le génocide. Les gens ont inventé une pseudo-science raciste, affirmant que certains groupes étaient simplement supérieurs à d'autres. Que les Européens étaient plus intelligents, plus industrieux, plus destinés à régner. C'étaient tous des mensonges confortables que les gens puissants racontaient pour justifier l'injustifiable. Mais voici la chose, refuser de poser la question ne la fait pas disparaître. Les différences existaient, elles étaient réelles. Un conquistador espagnol avec une épée en acier et la variole avait vraiment d'énormes avantages sur un guerrier inca, peu importe le courage ou l'intelligence de ce guerrier. La question n'est pas de savoir si ces différences existaient. C'est pourquoi elles existaient. Et la réponse, la vraie réponse, n'a rien à voir avec les gens eux-mêmes. Elle a tout à voir avec la terre sous leurs pieds. Voyez-vous, ce que les scientifiques ont découvert au cours des dernières décennies, c'est que la géographie est le destin. Pas les gènes, pas la culture, pas une vague notion de supériorité civilisationnelle. La géographie, la forme des continents, les animaux qui s'y trouvent, les plantes qui y poussent, les maladies qui s'y développent. Pur accident, pure chance, ou dans de nombreux cas, pure malchance. Si vous utilisez cette vidéo pour vous endormir, parfait. C'est exactement pourquoi je la fais. Alors peut-être abonnez-vous et laissez un commentaire me disant où vous êtes et quelle heure il est. J'adore voir Berlin au petit déjeuner, Tokyo à minuit, Chicago au coucher, tous regardant la même histoire se dérouler. L'histoire que nous sommes sur le point d'explorer est l'une des plus importantes de l'histoire humaine. Elle explique pourquoi l'Europe a colonisé l'Afrique et non l'inverse. Pourquoi les maladies eurasiennes ont dévasté les Amérindiens. Pourquoi certains traits physiques ont évolué dans certains endroits. Et elle fait tout cela sans recourir aux absurdités racistes sur la supériorité inhérente. La vraie histoire est en quelque sorte plus fascinante que les mythes. Elle implique des axes continentaux, des zèbres qui refusent d'être apprivoisés, l'accident du blé contre les ignames, et des zones climatiques qui ont façonné tout, des systèmes immunitaires à la couleur de la peau. C'est une histoire où de minuscules détails géographiques se transforment en conséquences historiques massives. Où l'orientation d'un continent détermine où l'écriture se développe. Où la présence ou l'absence d'un animal domestique change toute la trajectoire de la civilisation. Et voici ce qui rend cette histoire si puissante. La comprendre n'explique pas seulement le passé. Elle explique le présent. Pourquoi l'inégalité mondiale existe. Pourquoi certaines régions sont riches et d'autres non. Pourquoi vos ancêtres ressemblaient comme ils le faisaient. Pourquoi vous ressemblez comme vous le faites. Plus importante encore,
Elle révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Quand on contrôle la géographie, quand on tient compte des circonstances environnementales, il n'y a pas de peuple supérieur. Il n'y en a jamais eu. Ce qui ressemblait à des preuves de supériorité n'était en réalité que des preuves de chance géographique. Les Européens n'étaient pas plus intelligents que les Africains ou les Amérindiens. Ils vivaient simplement sur un continent avec de meilleures conditions de départ pour développer certaines technologies. Pensez-y une seconde. Tout ce que nous pensons savoir sur pourquoi le monde ressemble à ce qu'il est, la plupart est faux. La vraie histoire se cachait en pleine vue depuis des milliers d'années, écrite dans la forme des continents et la distribution des plantes sauvages. Au cours des prochaines heures, nous allons décortiquer ce mystère pièce par pièce. Nous commencerons là où l'humanité a commencé, en Afrique. Nous explorerons pourquoi certains continents ont donné à leurs habitants des avantages massifs tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Nous parlerons de pourquoi vous ne pouvez pas monter un zèbre, mais vous pouvez monter un cheval, et pourquoi cela compte plus que vous ne l'imagineriez jamais. Nous examinerons comment la maladie a façonné les empires, comment le climat a façonné les corps. À la fin, vous verrez l'histoire humaine sous une lumière complètement différente. Pas comme une histoire de peuple supérieur et inférieur, mais comme une histoire de chance, de géographie, et des intérêts composés de petits avantages sur des milliers d'années. La question qui change tout n'est pas qui était meilleur. C'est ce qui était différent à propos de l'endroit où ils vivaient. Découvrons-le. Voici quelque chose qui va complètement recadrer tout ce que vous pensez savoir sur l'évolution humaine. Chaque personne qui regarde cette vidéo, que vous soyez européen, asiatique, australien ou de n'importe où ailleurs sur Terre, avait des ancêtres qui vivaient en Afrique. Pas certains de vos ancêtres. Tous. Ce n'est pas de la spéculation. C'est un fait génétique écrit dans chaque cellule de votre corps. Il y a environ 300 000 ans, l'espèce que nous appelons Homo sapiens est apparue en Afrique. Pas dans une vallée ou une grotte spécifique, mais probablement à travers un réseau de populations dispersées sur tout le continent. Des preuves archéologiques récentes suggèrent des fossiles d'Homo sapiens précoces du Maroc, d'Éthiopie et d'Afrique du Sud, tous datant à peu près de la même période. Cela nous dit quelque chose de profond. Dès le début, l'humanité était diverse, dispersée, s'adaptant à différents environnements au sein même de l'Afrique. Et voici où cela devient vraiment intéressant. L'Afrique n'est pas seulement l'endroit où l'humanité a commencé. C'est l'endroit où l'humanité est restée la plus diverse. Si vous preniez un groupe aléatoire de 100 personnes d'un seul village africain et mesuriez leur diversité génétique, vous trouveriez plus de variations génétiques dans ce seul village que vous n'en trouveriez dans toute l'Europe, toute l'Asie et toutes les Amériques combinées. Plus de diversité dans 100 personnes que dans des milliards répartis sur 3 continents. Pensez-y un moment. Laissez cela s'imprégner. Ce n'est pas parce que les Africains sont différents de tout le monde. C'est parce que tout le monde est un sous-ensemble de la diversité africaine. Un petit groupe d'éclateurs qui est parti en emportant seulement une fraction de la variation génétique totale de l'humanité avec eux. C'est comme prendre une poignée de pièces d'un coffre au trésor. Cette poignée peut contenir quelques types différents de pièces, mais le coffre contient toujours la collection complète. Pendant des centaines de milliers d'années, l'Afrique était l'endroit où toute l'action se passait. Où les humains ont développé chaque compétence fondamentale qui nous permettrait finalement de dominer la planète. Les premiers outils en pierre sophistiqués ? L'Afrique. Des sites archéologiques au Kenya et en Éthiopie révèlent que des humains fabriquaient des outils complexes il y a plus de 300 000 ans. Les découvertes récentes suggèrent même que certaines technologies sophistiquées pourraient remonter à environ 320 000 ans, bien que les datations précises continuent d'être affinées par les chercheurs. Il ne s'agissait pas seulement de roches tranchantes pour couper, mais d'instruments soigneusement conçus pour des tâches spécifiques. Des grattoirs pour traiter les peaux, des pointes pour la chasse, des lames pour dépecer. Chaque outil nécessitait de la planification, de la pensée abstraite, la capacité d'envisager un produit fini avant de commencer le travail. Le premier art ? L'Afrique. Pigment d'ocre moulu est probablement utilisé pour la décoration corporelle datant d'au moins 100 000 ans. Motifs gravés sur des coquilles d'œufs d'autruche. Perles faites de coquillages et transportées sur des centaines de kilomètres vers l'intérieur des terres, suggérant des réseaux commerciaux et une pensée symbolique. Les origines du langage ? Presque certainement l'Afrique. Bien que le langage ne se fossilise pas,
Les preuves archéologiques d'organisation sociale complexe, de commerce à longue distance et de fabrication d'outils sophistiqués pointent toutes vers des personnes qui pouvaient communiquer des informations détaillées efficacement. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir d'où vous regardez ceci et quelle heure il est dans votre coin du monde. Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Vous vous installez pour dormir en Europe? Vous venez de vous réveiller en Australie? Voyons jusqu'où cette histoire voyage à travers le globe. Pendant un quart de million d'années, les populations humaines en Afrique innovaient, s'adaptaient, développant la boîte à outils cognitive et culturelle qui définit notre espèce. Différents groupes se spécialisaient dans différents environnements. Certains devenaient des pêcheurs experts le long des régions côtières. D'autres maîtrisaient la chasse dans les prairies de savane. D'autres encore apprenaient à survivre dans des environnements marginaux où les ressources étaient rares et la concurrence féroce. Cette diversité environnementale en Afrique créait une pression évolutive pour l'adaptabilité elle-même. Les humains africains ne pouvaient pas se spécialiser trop étroitement parce que le climat changeait constamment. Ce qui fonctionnait pendant une période humide pouvait être inutile pendant une sécheresse. Les groupes qui pouvaient innover rapidement, qui pouvaient partager des connaissances et s'adapter à de nouvelles conditions, ce sont ces groupes qui ont survécu. C'est pourquoi les humains modernes sont si cognitivement flexibles par rapport aux autres espèces. Nous ne sommes pas adaptés à un environnement spécifique. Nous sommes adaptés à l'adaptation elle-même. Et cela s'est passé en Afrique sur des centaines de milliers d'années de variabilité climatique et de défis environnementaux. Puis, il y a environ 70 à 80 000 ans, quelque chose a changé. À la lumière des données génétiques et archéologiques, on peut déduire qu'un petit groupe d'humains, probablement seulement quelques centaines d'individus, a traversé du nord-est de l'Afrique vers la péninsule arabique. Pourquoi sont-ils partis? Les scientifiques débattent encore des causes exactes. Les preuves paléoclimatiques suggèrent plusieurs facteurs possibles. La pression démographique croissante, des changements climatiques qui auraient rendu la traversée plus accessible, ou même la simple expansion naturelle des territoires de chasse. Ces éléments permettent de supposer que cette migration résultait d'une combinaison de facteurs plutôt que d'une cause unique. Mais ils sont partis, et ils ont continué. En quelques milliers d'années, leur descendance s'était répandue le long des côtes de l'Asie. En 10 000 ans, ils avaient atteint l'Australie. Il y a 45 000 ans, ils se déplaçaient en Europe. Il y a 15 000 ans, ils avaient traversé vers les Amériques. Mais voici la partie cruciale. La plupart des humains n'ont pas quitté l'Afrique. La migration hors d'Afrique n'était pas un exode de masse. Ce n'était pas tout le monde faisant ses valises et abandonnant le continent. C'était un petit groupe d'éclateurs, quelques centaines de personnes sur une population africaine totale qui se chiffrait probablement en centaines de milliers, peut-être des millions. Pensez-y comme quelques familles quittant une grande ville. La ville continue, diverse et complexe, pleine de différentes cultures et innovations. Pendant ce temps, les familles qui sont parties commencent une nouvelle colonie quelque part ailleurs. Cette nouvelle colonie ne contiendra que la variation génétique et culturelle portée par ces familles spécifiques. Tout le reste, toute la diversité qui existait dans la ville d'origine, reste derrière. C'est pourquoi la diversité génétique est tellement plus faible en dehors de l'Afrique. La population fondatrice qui est partie était petite et ne portait qu'un sous-ensemble de la variation génétique africaine. À mesure qu'il se répandait à travers le monde, cette variation limitée s'est étendue encore plus finement à travers ce que les généticiens appellent des effets de fondateurs en série. Chaque nouvelle région était colonisée par un petit groupe de la région précédente, réduisant davantage la diversité à chaque expansion. Pendant ce temps, de retour en Afrique, les populations humaines continuaient d'évoluer le long de multiples chemins. Différents groupes s'adaptaient à différents environnements. Ils développaient différentes technologies, différents systèmes sociaux, différentes innovations culturelles. Les peuples San du sud de l'Afrique développaient des langues à clics et devenaient des maîtres pisteurs dans les environnements désertiques. Les civilisations de la vallée du Nil apprenaient à exploiter l'agriculture inondable et à construire des États complexes. Les populations d'Afrique de l'Ouest domestiquaient des cultures et développaient des technologies de travail du fer. L'Afrique n'était pas statique après la migration hors d'Afrique. C'était un chaudron d'innovation contenant plus de diversité humaine, plus de variations culturelles, plus d'expérimentation évolutive que partout ailleurs sur Terre. Mais les gens qui sont partis portaient quelque chose d'important avec eux. Ils portaient les mêmes capacités humaines fondamentales qui avaient évolué en Afrique.
La même flexibilité cognitive, la même capacité pour le langage et la pensée symbolique, la même capacité d'innover et de s'adapter. Ces migrants n'étaient pas supérieurs aux populations qui sont restées. Ils n'étaient pas plus avancés ou plus intelligents. C'étaient juste des humains portant des capacités humaines dans de nouveaux environnements. Et ces nouveaux environnements allaient façonner leurs descendants de manières inattendues. Parce que voici la chose à propos de l'évolution. Elle ne s'arrête jamais. Ces petites populations qui ont quitté l'Afrique ont rencontré des environnements radicalement différents de tout ce que leurs ancêtres avaient vécu. Des toundras gelées, des forêts denses, des plateaux de haute altitude, des écosystèmes insulaires. Chaque environnement créait de nouvelles pressions de sélection, de nouveaux défis qui nécessitaient de nouvelles solutions. Sur des milliers de générations, de petites différences physiques s'accumulaient. La pigmentation de la peau s'adaptait à différents niveaux de rayonnement UV. Les proportions corporelles changeaient pour correspondre à différents régimes de température. Les systèmes immunitaires s'ajustaient aux maladies locales. Les systèmes digestifs s'adaptaient aux régimes locaux. Mais c'étaient tous des changements superficiels, des ajustements au modèle humain de base. En dessous, nous sommes tous restés fondamentalement la même espèce, portant toujours les marques de notre origine africaine, partageant toujours la grande majorité de notre ADN avec toutes les autres populations humaines. Nous sommes tous cousins, tous descendants de ces populations africaines qui existaient il y a 70 000 ans. Certains de nos ancêtres sont partis et ont rencontré de nouveaux environnements. La plupart sont restés et ont continué l'histoire humaine à l'endroit où elle a commencé. La question n'est pas pourquoi les Africains et les Européens sont différents. La question est pourquoi un petit groupe de migrants africains a évolué des traits physiques légèrement différents après avoir quitté le continent tout en conservant toutes les caractéristiques fondamentales qui nous rendent humains. Et pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce que ces migrants ont rencontré quand ils sont partis. Parce que le monde au-delà de l'Afrique était sur le point de présenter des défis différents de tout ce que les humains avaient affronté auparavant. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'après ce goulot d'étranglement, après la division en trois qui a créé les humains modernes, les Néandertaliens et les Dénisoviens, après toute cette pression évolutive et cette adaptation, vous penseriez que chaque population humaine aurait à peu près les mêmes chances de développement, n'est-ce pas? Ils avaient tous la même boîte à outils génétique de base, les mêmes capacités cognitives, la même capacité d'innovation. Mais ils ne se sont pas développés de manière égale, pas même proche. Et la raison n'a presque rien à voir avec les gens eux-mêmes et tout à voir avec le sol sur lequel ils se tenaient. Imaginez deux agriculteurs, tous deux également intelligents, également travailleurs, également motivés. Donnez à l'un un sol plat et riche avec des précipitations fiables et un accès facile aux rivières. Donnez à l'autre un terrain montagneux et rocheux avec un temps imprévisible et aucune voie navigable. Revenez dans 1000 ans. Selon vous, qui aura les descendants avec les civilisations plus grandes et plus complexes? La réponse est évidente. Mais pendant la plupart de l'histoire humaine, nous avons mal compris l'explication. Nous avons regardé les différences de résultats et avons supposé qu'elles reflétaient des différences chez les gens. Nous avons inventé des théories élaborées sur la supériorité raciale, les avantages culturels, même la faveur divine. Tout cela pour expliquer quelque chose qui était en réalité beaucoup plus simple et beaucoup plus aléatoire. La géographie, pure géographie aveugle et accidentelle. Dans les années 1990, un scientifique nommé Jared Diamond a remarqué quelque chose qui aurait dû être évident mais ne l'était pas. Il a regardé une carte du monde et a réalisé que les continents ne diffèrent pas seulement en taille et en emplacement. Ils diffèrent dans quelque chose de beaucoup plus fondamental. Leur orientation. L'Eurasie, cette masse terrestre massive s'étendant du Portugal à la Corée, de l'Arctique à l'océan Indien, s'étend d'est en ouest. Elle est longue et large, couvrant des latitudes à peu près similaires sur toute son étendue. L'Afrique, d'autre part, s'étend du nord au sud. Elle est haute et étroite, s'étendant des climats méditerranéens à travers les zones tropicales jusqu'aux régions tempérées à la pointe sud. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que la latitude détermine le climat, et le climat détermine ce que vous pouvez cultiver, quels animaux peuvent survivre, quelle technologie fonctionne. Quand un continent s'étend d'est en ouest, les innovations peuvent se propager facilement. Un agriculteur en Turquie découvre que le blé pousse bien dans son climat.
Ce même blé poussera probablement très bien en Italie, en France ou en Chine parce qu'ils sont tous à peu près à la même latitude avec des températures et des schémas saisonniers similaires. Mais quand un continent s'étend du nord au sud, cette même innovation se heurte à des murs. Une culture qui prospère dans l'Afrique du Nord méditerranéenne ne survivra probablement pas dans les forêts tropicales de l'Afrique centrale. Une technique agricole développée dans l'Afrique du Sud tempérée ne fonctionnera pas nécessairement dans le Sahel. Vous devez tout réinventer, tout adapter, essentiellement repartir de zéro à mesure que vous vous déplacez entre les zones climatiques. C'est la théorie de l'axe. Et une fois que vous la voyez, vous ne pouvez pas ne pas la voir. L'Eurasie avec son orientation est-ouest était essentiellement une autoroute géante pour les idées, les cultures, les animaux et les technologies. Une percée au Moyen-Orient pouvait atteindre la Chine. Un animal domestiqué des steppes asiatiques pouvait se retrouver en Europe. La connaissance se déplaçait comme l'eau qui coule vers le bas, suivant le chemin de moindre résistance à travers des environnements similaires. L'Afrique n'avait pas cet avantage. Le désert du Sahara, le plus grand désert chaud sur Terre, coupe le continent presque en deux. Ce n'est pas juste grand, c'est hostile. S'étendant et se contractant avec les cycles climatiques, mais présentant toujours une barrière massive au mouvement. Pendant la plupart de l'histoire humaine, traverser le Sahara était incroyablement dangereux. Les caravanes avaient besoin de connaissances spécialisées, d'animaux spécifiques et d'une préparation extensive. Beaucoup n'y arrivaient pas, mais même sans le Sahara, la géographie de l'Afrique crée des défis. Sous le désert, vous frappez le Sahel, une zone de transition semi-aride. En dessous, des savanes tropicales. Puis des forêts équatoriales, chaudes, humides, denses de végétation et de maladies. Puis plus de savanes. Puis des zones subtropicales. Enfin, des régions tempérées à la pointe sud. Chaque zone a des schémas de précipitation différents, des sols différents, des maladies différentes, tout différent. Une innovation qui fonctionne dans une zone pourrait être complètement inutile dans la suivante. Le manioc qui nourrit des millions dans les régions tropicales ne poussera pas dans le nord méditerranéen. Le blé qui prospère dans les zones tempérées ne peut pas supporter la chaleur équatoriale. Vous ne pouvez pas simplement prendre vos connaissances agricoles et les déplacer de 500 miles vers le sud. Vous devez vous adapter, expérimenter, parfois repartir complètement de zéro. Comparez cela à quelqu'un vivant, disons, dans l'ancienne Mésopotamie. Il développe l'agriculture du blé. En quelques siècles, ce blé pousse en Égypte, en Anatolie, en Grèce, en Iran, finissant par arriver en Europe, en Inde et en Chine. Même culture se répandant sur des milliers de kilomètres parce que les latitudes sont suffisamment similaires pour que la plante ne se soucie pas de l'endroit où elle pousse. Ou prenez les chevaux. Les preuves archéologiques suggèrent qu'ils ont été domestiqués quelque part dans les steppes eurasiennes, les estimations les plus récentes situant cet événement autour de 4000 avant notre ère, bien que certains chercheurs proposent des dates plus anciennes. En 2000 ans environ, les données indiquent que les chevaux domestiques s'étaient répandus de l'Espagne à la Chine. Ils ont révolutionné le transport, la guerre et l'agriculture partout où ils sont allés. Pas parce que les peuples eurasiens étaient plus intelligents ou plus innovants, mais parce que les chevaux pouvaient survivre et prospérer à travers toute la bande tempérée de l'Eurasie. Le climat était suffisamment similaire pour que le même animal élevé pour les mêmes fins fonctionne partout. L'Afrique avait des zèbres. Et les zèbres, malgré des milliers d'années de tentatives, n'ont jamais été domestiqués avec succès. Pas parce que les Africains n'essayaient pas assez fort, mais parce que les zèbres sont des animaux fondamentalement différents avec des tempéraments différents. Mais même s'il avait pu être domestiqué, faire passer les zèbres à travers l'Afrique aurait été un cauchemar. Les zèbres adaptés au climat de savane ne prospéreraient pas nécessairement dans les forêts tropicales ou les régions méditerranéennes. Puis il y a les rivières. Les rivières sont les autoroutes des civilisations, surtout avant les routes et les chemins de fer. Elles déplacent les marchandises, connectent les communautés, permettent le commerce. L'Eurasie est sillonnée de rivières navigables. Le Danube, le Rhin, la Volga, le fleuve Jaune, le Yangtze, le Gange. Ces rivières et leurs affluents créent de vastes réseaux où les bateaux peuvent déplacer des personnes, des marchandises et des idées sur des milliers de kilomètres. L'Afrique a aussi des rivières. Le Nil, le plus long du monde. Le Congo, deuxième plus grand en volume globalement. Le Niger, le Zambèze. Mais voici le problème. Elles ne sont pas facilement navigables sur de longues distances.
Cascades, rapides, variations saisonnières du niveau d'eau. Le Congo a des rapides qui rendent une grande partie impossible à naviguer. Le Zambèze a les chutes Victoria. Le Nil a de multiples cataractes qui interrompent la navigation. Même le Niger fait un virage étrange qui a confondu les explorateurs européens pendant des siècles. Ces barrières géographiques n'ont pas rendu le développement impossible. L'Afrique a développé des civilisations remarquables, des systèmes agricoles sophistiqués, des réseaux commerciaux complexes. Le royaume de Kouch, l'empire du Mali, le grand Zimbabwe, les cités-États swahili. Mais chacun devait résoudre des problèmes localement, souvent indépendamment. La connaissance se déplaçait plus lentement. Les technologies ne pouvaient pas se répandre aussi librement. Et voici ce qui rend cela encore plus significatif. L'isolement est une épée à double tranchant. D'une part, il protège. Les maladies qui dévastent une région pourraient ne jamais en atteindre une autre. Les invasions qui détruisent un royaume laissent les autres intactes. Les populations isolées peuvent développer des innovations uniques adaptées à leurs environnements spécifiques. Mais l'isolement limite aussi. Quand les agriculteurs en Mésopotamie ont développé la charrue, elle s'est répandue à travers l'Eurasie en quelques siècles. Quand les techniques de travail des métaux se sont améliorées en Anatolie, elles ont atteint l'Europe et l'Asie en quelques générations. Chaque innovation devenait disponible pour de vastes populations, chacune pouvant la raffiner, l'améliorer, l'adapter. Le progrès se composait. En Afrique, les innovations restaient souvent locales plus longtemps. Pas parce que les gens étaient moins créatifs ou moins communicatifs, mais parce que déplacer des idées entre des zones climatiques radicalement différentes est plus difficile. Une technique agricole qui fonctionne dans les hauts plateaux éthiopiens pourrait nécessiter une refonte complète pour la forêt tropicale d'Afrique de l'Ouest. Au moment où vous l'avez adaptée, quelqu'un d'autre pourrait avoir inventé quelque chose de complètement différent pour son environnement. Les côtes importent aussi. L'Europe a une côte incroyablement compliquée avec d'innombrables ports naturels, péninsules et îles. Cela encourageait le commerce maritime dès le début de l'histoire humaine. La Méditerranée connectait des dizaines de civilisations, créant un vaste réseau d'échanges. La côte atlantique, la mer du Nord, la Baltique, toutes ont favorisé des traditions maritimes et des réseaux commerciaux. La côte de l'Afrique, relativement à sa taille, est remarquablement lisse. Moins de ports naturels, moins de baies protégées. Une grande partie de la côte est une plage battue par les vagues, difficile d'approche en toute sécurité dans des bateaux primitifs. Il y a des exceptions. La côte de la mer Rouge, la côte Swahili, où le commerce maritime avec l'Asie a prospéré. Mais dans l'ensemble, la géographie de l'Afrique n'encourageait pas les mêmes connexions maritimes qui se sont développées autour de l'Europe et de l'Asie. Rien de tout cela ne signifie que le développement était prédéterminé ou que certains continents étaient condamnés et d'autres destinés au succès. Cela signifie que le terrain de jeu n'était pas égal. Certaines régions avaient des avantages géographiques qui accéléraient certains types de développement. D'autres régions faisaient face à des défis géographiques qui nécessitaient des solutions différentes, souvent des solutions plus innovantes, mais des solutions qui ne menaient pas nécessairement au même résultat. Pensez-y comme ça. Vous jouez à un jeu vidéo où les ressources et la technologie se répandent plus rapidement dans certaines directions que dans d'autres. Dans certaines parties de la carte, chaque innovation que vous découvrez devient instantanément disponible pour les joueurs voisins et les leurs deviennent disponibles pour vous. Dans d'autres parties, vous êtes principalement seul, résolvant des problèmes indépendamment. Les deux groupes pourraient être également compétents, mais après 1000 tours, le groupe avec un partage plus facile aura probablement accumulé plus d'innovation totale simplement parce qu'il bénéficie d'un plus grand réseau de contributeurs. C'est essentiellement ce qui s'est passé dans l'histoire humaine. Les civilisations eurasiennes pouvaient tirer des innovations à travers de vastes zones. Les civilisations africaines devaient souvent innover dans des réseaux plus petits et plus isolés. Aucun des deux groupes n'était plus intelligent ou plus capable. Ils jouaient juste sur des paramètres de difficulté différents. Et voici la partie vraiment cruciale. Ces différences n'étaient pas évidentes pour les gens qui les vivaient. Un agriculteur dans l'Égypte ancienne ne pensait pas, si seulement nous avions une orientation continentale est-ouest. Un chef dans l'Afrique de l'Ouest ancienne ne réalisait pas que les rivières navigables donnaient à une civilisation distante à des milliers de kilomètres un avantage de développement. Ils se contentaient de gérer leur réalité locale, de résoudre leurs problèmes locaux, de construire leur société locale. Mais au fil des siècles et des millénaires,
Ces petits avantages et désavantages géographiques se composaient. Ils créaient des densités de population différentes, des surplus agricoles différents, des capacités différentes pour soutenir des spécialistes non agricoles, des taux différents d'innovation technologique. Pas à cause de quelque chose d'inhérent aux gens, mais à cause du sol sur lequel ils se tenaient et de la facilité avec laquelle ils pouvaient se connecter avec d'autres groupes confrontés à des défis similaires. La loterie de la géographie. C'est aléatoire, c'est puissant, et pendant la plupart de l'histoire humaine, c'était invisible. Mais une fois que vous la voyez, tout le reste commence à avoir du sens. Voici une énigme qui explique plus sur l'histoire mondiale que presque tout le reste. Prenez deux animaux. Les deux sont de grands équidés puissants et rayés. Les deux vivent en troupeau. Les deux existent depuis des millions d'années. L'un d'eux, le cheval, est devenu le partenaire le plus important de l'humanité, révolutionnant l'agriculture, la guerre et le transport. L'autre, le zèbre, malgré des milliers d'années d'efforts humains, n'a jamais été domestiqué avec succès. Pas par les anciens Égyptiens, pas par les Romains, pas par quiconque. Pourquoi ? Parce que les zèbres sont, pour le dire simplement, terribles. Ils mordent et ne lâchent pas. Ils ont un réflexe d'esquive qui les rend presque impossibles à attraper au lasso. Ils deviennent plus agressifs en vieillissant, pas plus dociles. Et contrairement aux chevaux, qui ont des hiérarchies de troupeaux claires que les humains peuvent exploiter, les zèbres ont des structures sociales égalitaires. Il n'y a pas de zèbre dominant à contrôler, pas de schéma de dominance à détourner. Ce sont essentiellement des sociopathes de 230 kg avec des sabots. Mais voici ce qui rend cela plus qu'un simple fait intéressant sur les animaux. Cette différence, cet accident de la biologie évolutive, a aidé à façonner toute la trajectoire de la civilisation humaine. Les continents où les humains ont évolué ne différaient pas seulement dans leur géographie ou leur climat. Ils différaient fondamentalement dans quelque chose de bien plus important, les animaux qui y vivaient et spécifiquement lesquels de ces animaux pouvaient être domestiqués. Dans toute l'histoire de l'humanité à travers tous les continents et toutes les cultures, les recherches suggèrent qu'environ 14 espèces de grands mammifères ont été domestiquées avec succès. 14 sur des centaines d'espèces de grands mammifères que les humains ont rencontrés. Cela pourrait impliquer un taux de réussite de moins de 5%, bien que les estimations varient selon les critères utilisés pour définir la domestication. Et ces 14 espèces n'étaient pas distribuées uniformément à travers le monde. Les données archéozoologiques indiquent que 13 d'entre elles se trouvaient en Eurasie. Une, le lama et son cousin l'alpaga, en Amérique du Sud. L'Afrique présente un cas particulier. Bien que le bétail ait été domestiqué en Afrique du Nord vers 8000 avant notre ère, les recherches suggèrent qu'il s'agissait probablement d'une diffusion depuis le Proche-Orient ou d'une domestication parallèle dans des conditions similaires. Pour la mégafaune sauvage typiquement associée à l'Afrique subsaharienne, les lions, léopards, hippopotames, rhinocéros, éléphants d'Afrique et buffles du Cap, aucune domestication réussie n'a été documentée malgré des tentatives répétées au cours de l'histoire. Pensez à ce que l'Eurasie avait. Des chevaux pour le transport et la guerre. Des bovins pour labourer, le lait et la viande. Des porcs pour convertir les déchets en protéines. Des moutons et des chèvres pour la laine, le lait et la viande. Des buffles d'eau pour les rizières. Des chameaux pour le transport dans le désert. Même des poulets qui vous donnaient des œufs et de la viande avec des ressources minimales. Ce n'était pas juste de la bonne chance. C'était l'équivalent biologique de gagner à la loterie plusieurs fois. Chacun de ces animaux fournissait quelque chose d'unique et d'essentiel. Mais plus important encore, ils pouvaient tous être domestiqués en utilisant le même principe de base, trouver l'animal dominant dans le troupeau, contrôler-le, et le reste suit. Maintenant regardez l'Afrique. Les lions ? Absolument pas. Les léopards ? Bonne chance. Les éléphants ? Les éléphants d'Afrique, contrairement à leurs cousins asiatiques, n'ont jamais été vraiment domestiqués. Ils ont été apprivoisés, entraînés pour des tâches spécifiques, mais jamais élevés en captivité de manière systématique. Ils n'ont pas la bonne structure sociale. Les buffles du Cap, notoirement agressifs, ont tué plus de chasseurs que tout autre animal africain. Les hippopotames, 3000 livres de rage territoriale qui tuent plus de personnes par an que tout autre grand animal africain. Et les zèbres, qui ressemblent si tentant aux chevaux que les humains ont continué à essayer de les domestiquer pendant des milliers d'années, ne se sont jamais soumis. Ce n'était pas parce que les Africains étaient moins innovants ou moins désespérés d'avoir des animaux domestiques.
C'était parce que les animaux eux-mêmes étaient fondamentalement différents. La mégafaune africaine avait évolué aux côtés des humains pendant des millions d'années. Ils nous connaissaient. Ils avaient appris au fil du temps évolutif que les humains étaient dangereux. Quand vos ancêtres ont passé 2 millions d'années à chasser ces animaux avec des armes de plus en plus sophistiquées, les animaux qui ont survécu étaient ceux qui fuyaient les humains ou se battaient férocement. La sélection naturelle a créé tout un continent de grands mammifères qui ne voulaient rien avoir à faire avec nous. Les animaux eurasiens n'avaient pas cet avantage. Les humains sont arrivés en Europe et en Asie beaucoup plus tard après avoir quitté l'Afrique. Ces animaux n'avaient pas évolué avec les humains. Ils n'avaient pas la mémoire génétique d'être chassés par des prédateurs bipèdes de plus en plus intelligents. Ils étaient naïfs, et cette naïveté les rendait domesticables. Mais la domestication nécessitait plus que juste des animaux naïfs. Elle nécessitait des traits spécifiques. Un animal approprié pour la domestication avait besoin d'un régime flexible, donc il ne serait pas en compétition avec les humains pour la nourriture. Il devait se reproduire en captivité. Il avait besoin de taux de croissance relativement rapides pour que vous n'ayez pas à attendre 15 ans pour que votre investissement paye. Il avait besoin d'une disposition calme ou au moins une qui pouvait être élevée vers la douceur sur des générations. Et crucialement, il avait besoin d'une structure sociale avec des hiérarchies de dominance claires. Les chevaux avaient tout cela. Une jument dominante, un étalon dominant contrôlait le troupeau. Contrôlez-les et vous contrôlez tout le groupe. Il en était de même pour les bovins, les moutons, les chèvres, les porcs. Même les poulets avaient des ordres de piquage que les humains pouvaient exploiter. Mais les zèbres, malgré leur ressemblance presque identique aux chevaux, n'avaient rien de tout cela. Leur structure sociale était lâche et égalitaire. Leur disposition restait agressive même après des générations de tentatives d'élevage. Leur réponse de fuite était si ancrée que même les zèbres élevés à la main s'enfuiraient de manière imprévisible. Les anciens Égyptiens ont essayé. Ils ont vraiment essayé. Les peintures murales montrent des zèbres menés en laisse, mais menés, c'est tout ce qu'ils ont jamais été. Jamais montés systématiquement, jamais utilisés pour labourer. Les Romains, qui ont réussi à importer et à entraîner des éléphants d'Afrique pour la guerre, ne pouvaient pas résoudre le problème du zèbre. Dans les années 1800, les administrateurs coloniaux européens ont réessayé, pensant que les techniques modernes réussiraient là où les méthodes anciennes avaient échoué. Ils ont échoué aussi. Il existe une photographie célèbre d'un zèbre tirant une voiture dans l'Afrique coloniale, souvent citée comme preuve de domestication. Ce que la photographie ne montre pas, c'est que c'était un coup de publicité impliquant un individu particulièrement docile. Ce n'était pas réplicable, cela ne représentait pas une percée. Et cela comptait plus que presque tout le reste parce que les animaux de trait ne rendaient pas seulement l'agriculture plus facile. Ils la révolutionnaient complètement. Un agriculteur avec une charrue tirée par des bœufs pouvait cultiver 10 fois plus de terre qu'un agriculteur travaillant à la main. Peut-être plus. Cela signifiait du surplus, pas juste assez de nourriture pour survivre, mais assez pour soutenir des non-agriculteurs. Des artisans, des soldats, des prêtres, des administrateurs, des inventeurs. La civilisation sous forme de villes, d'États et d'empires nécessite un surplus agricole. Et le surplus agricole à l'échelle nécessaire pour une vraie civilisation nécessite des animaux de trait. L'Europe et l'Asie les avaient. L'Afrique, pour la plupart, ne les avait pas. Ce n'était pas un petit désavantage. C'était fondamental. Quand vous ne pouvez pas labourer efficacement, vous ne pouvez pas générer le surplus nécessaire pour soutenir le travail spécialisé. Quand vous ne pouvez pas transporter efficacement les marchandises, les réseaux commerciaux restent petits et locaux. Quand vous n'avez pas de cavalerie, la guerre reste personnelle et à petite échelle plutôt que stratégique et territoriale. Toute la trajectoire du développement technologique et social se plie vers des résultats différents. Mais la question animale ne s'arrêtait pas à l'agriculture et au transport. Elle s'étendait à quelque chose de beaucoup plus sinistre. La maladie. Chaque animal domestiqué est un réservoir potentiel de maladies. Les bovins ont donné aux humains la rougeole et la tuberculose. Les porcs nous ont donné la grippe. Les chevaux nous ont donné le rhume. Les poulets nous ont donné diverses souches de grippe. Vivre en proximité étroite avec des animaux pendant des milliers d'années, les populations eurasiennes étaient constamment exposées à des pathogènes animaux. La plupart des gens mouraient, mais certains survivaient. Et ces survivants transmettaient la résistance génétique à leurs enfants.
Sur des dizaines de générations, les populations eurasiennes ont développé une immunité à toute une suite de maladies qui provenaient de leurs animaux domestiques. Ils ont payé cette immunité avec des millions de morts sur des milliers d'années. Des enfants mourant de la variole et de la rougeole génération après génération jusqu'à ce que finalement la population dans son ensemble porte suffisamment de résistance génétique pour que ces maladies deviennent des maladies infantiles survivables plutôt que des fléaux destructeurs de population. C'était un prix terrible à payer, mais il a été payé progressivement sur des millénaires, permettant aux populations de se rétablir entre les épidémies. L'Afrique, avec beaucoup moins d'animaux domestiques, n'a jamais développé cette immunité. Ni les Amériques, qui n'avaient que des lamas et des alpagas. Ni l'Australie, qui n'avait aucun animal domestique du tout. Quand les Eurasiens ont finalement pris contact avec ces populations, ils ont apporté avec eux non seulement une technologie militaire supérieure rendue possible par les chevaux et les armes en métal, mais un arsenal invisible de pathogènes. Des maladies qui n'étaient que désagréables pour les Européens, la variole que vous attrapiez enfant et dont vous récupériez, était absolument dévastatrice pour les populations qui ne les avaient jamais rencontrées auparavant. C'est pourquoi, selon les estimations démographiques les plus largement acceptées, quand les Européens sont arrivés dans les Amériques, les maladies ont causé une mortalité catastrophique pouvant atteindre 90% ou plus de la population indigène dans certaines régions. Ces chiffres varient considérablement selon les zones et les périodes, mais l'impact démographique global fut dévastateur, souvent avant même que les guerres de conquête ne commencent vraiment. C'est pourquoi les populations africaines, malgré une certaine résistance aux maladies tropicales qui dévastaient les Européens, ont encore subi une mortalité massive quand elles ont été exposées au paquet de maladies eurasiennes. La question animale n'était pas seulement de savoir qui avait une meilleure agriculture. C'était de savoir qui avait survécu à suffisamment de maladies animales pour devenir des armes biologiques ambulantes. Maintenant, vous pourriez penser, sûrement les humains auraient pu simplement déplacer les animaux. Pourquoi les Africains n'ont-ils pas importé des chevaux? Certains l'ont fait. Les chevaux ont atteint l'Afrique du Nord tôt et ont prospéré dans certaines régions. Mais ils ne pouvaient pas survivre partout. Les mouches tsetse, qui portaient la trypanosomiase, la maladie du sommeil, rendaient de grandes parties de l'Afrique subsaharienne essentiellement inhabitables pour les chevaux et le bétail. La mouche ne dérangeait pas les zèbres ou les buffles qui avaient évolué à ses côtés. Mais les animaux eurasiens importés mouraient rapidement. Même quand les chevaux pouvaient survivre, ils nécessitaient de l'infrastructure, du fourrage, des programmes d'élevage, des connaissances spécialisées. Tout cela nécessitait le surplus agricole dont vous aviez besoin des chevaux pour créer en premier lieu. Un problème circulaire sans solution facile. Il en était de même en sens inverse. Les Européens ne pouvaient pas utiliser efficacement les animaux africains même quand ils essayaient. Les zèbres restaient non coopératifs. Les buffles d'Afrique étaient trop dangereux. Les animaux et les civilisations avaient coévolué. Vous ne pouviez pas simplement les échanger et attendre les mêmes résultats. Donc, voici ce que la question animale a créé. Deux histoires humaines parallèles se développant sur différents continents avec des bases de ressources fondamentalement différentes. En Eurasie, les humains ont exploité la puissance animale pour l'agriculture, le transport et la guerre. Cela générait du surplus, qui soutenait les villes, qui permettait la spécialisation, qui accélérait l'innovation technologique. Les intérêts composés de la civilisation se mettaient en marche. Chaque génération construisait sur la dernière. Les systèmes d'écriture émergeaient pour suivre le surplus agricole. Les systèmes mathématiques se développaient pour calculer les impôts et gérer le commerce. Les technologies militaires progressaient rapidement quand la cavalerie devenait centrale à la guerre. La métallurgie progressait quand vous aviez le surplus agricole pour soutenir des forgerons à temps plein. En Afrique, les humains s'adaptaient brillamment à ce qu'ils avaient. Ils développaient des systèmes sophistiqués d'agriculture sans animaux de trait. Ils créaient des réseaux commerciaux étendus à pied et en bateau. Ils construisaient des États et des royaumes impressionnants. Mais ils le faisaient avec une main attachée dans le dos. Chaque réalisation nécessitait plus de travail humain, plus de temps, plus d'énergie. Les intérêts composés de la civilisation s'accumulaient plus lentement. Et puis quand ces deux mondes ont finalement collisionné à l'ère de l'exploration, l'écart était devenu énorme. Pas à cause d'une différence inhérente dans la capacité humaine, mais parce que 10 000 ans d'histoire s'étaient déroulés avec des partenaires animaux différents.
L'avantage eurasien dans les animaux domestiques s'était répercuté à travers tous les aspects de la civilisation. L'agriculture, le transport, la guerre, la résistance aux maladies, même l'organisation politique. Tout cela remontait, au moins partiellement, à ces 14 espèces domestiquées, dont 13 vivaient en Eurasie. C'est presque embarrassant combien de l'histoire humaine se résume à cela. Pas de grands leaders ou d'innovations brillantes ou de supériorité culturelle. Mais quel continent avait des animaux avec le bon tempérament et la bonne structure sociale pour être domestiqués? L'Afrique avait une faune magnifique, la collection la plus spectaculaire de grands mammifères sur Terre. Mais c'était la mauvaise faune magnifique. Et cela a fait toute la différence. Parlons maintenant de quelque chose qui a façonné l'histoire humaine plus que n'importe quelle guerre, n'importe quel roi, n'importe quel empire. Quelque chose d'invisible, quelque chose qui opérait à l'échelle des continents et des millénaires. Le climat et la maladie. Les forces jumelles qui décidaient quelles populations humaines pouvaient croître et lesquelles resteraient petites. Quelles sociétés pouvaient construire des villes et lesquelles resteraient mobiles. Quelles civilisations domineraient et lesquelles lutteraient. Et voici la chose que personne ne veut dire à haute voix. L'Afrique a obtenu le pire accord imaginable. Pas à cause de quelque chose que les Africains ont fait ou n'ont pas fait, mais à cause de la géographie, de la biologie et de la pure et terrible malchance. Commençons par le climat. L'Europe se situe grossièrement entre 35 et 60 degrés de latitude nord. Zone tempérée. 4 saisons distinctes. Schéma de précipitations prévisible. Des hivers assez froids pour tuer de nombreux insectes porteurs de maladies, mais pas si froids que l'agriculture devient impossible. Des étés assez chauds pour faire pousser des cultures de manière fiable, mais pas si chauds que le travail en extérieur devient dangereux. L'Afrique chevauche l'équateur. Les régions tropicales et subtropicales où vivaient la plupart des Africains présentaient des conditions climatiques très différentes. Chaleur toute l'année, humidité pouvant atteindre 90% dans certaines zones. Des températures dépassant régulièrement 35 degrés Celsius dans les zones les plus chaudes. Ce n'est pas seulement inconfortable. Cela change fondamentalement tout sur la façon dont les sociétés humaines peuvent se développer. Commençons par l'agriculture. Cultiver de la nourriture en Afrique tropicale était plus difficile que presque partout ailleurs sur Terre. Pas impossible, évidemment, les gens l'ont géré. Mais drastiquement plus difficile que dans les zones tempérées. Le problème commence par le sol. Contre-intuitivement, les sols tropicaux sont souvent terribles pour l'agriculture. Toute cette pluie et cette chaleur lessivent les nutriments hors du sol plus vite qu'ils ne peuvent s'accumuler. Dans l'Europe tempérée, les gels hivernaux ralentissent la décomposition. La matière organique s'accumule dans le sol, créant une couche arable profonde, riche, dense en nutriments. C'est pourquoi les terres agricoles européennes et nord-américaines sont si incroyablement productives. Des siècles de chute de feuilles et de décomposition végétale, créant des couches de fertilité. En Afrique tropicale, la décomposition se produit si rapidement que les nutriments ont à peine le temps de s'accumuler avant d'être emportés ou décomposés. Vous obtenez une couche arable mince sur de l'argile dure ou du latérite. Plantez quelque chose et vous pourriez obtenir une bonne récolte la première année, peut-être la deuxième. À la troisième année, le sol est épuisé. Vous devez vous déplacer vers de nouvelles terres. Laissez les anciennes parcelles se régénérer pendant une décennie ou plus. Cela crée une contrainte fondamentale sur la densité de population. En Europe, vous pouviez cultiver les mêmes champs pendant des générations, même des siècles, si vous les gériez correctement. La population pouvait se concentrer dans des villages et des villes. La spécialisation pouvait se développer. Dans une grande partie de l'Afrique tropicale, vous aviez besoin de vastes territoires par personne parce que l'agriculture devait être changeante et extensive plutôt que intensive. Mais ça empire. Le stockage des aliments. Dans les climats tempérés, vous récoltez en été et en automne, puis vous stockez la nourriture pendant l'hiver. Conditions fraîches et sèches, parfaites pour la conservation. Le grain pouvait être stocké pendant des années dans un grenier bien construit. Cela signifiait que vous pouviez accumuler des surplus, nourrir des spécialistes qui ne cultivaient pas, soutenir des armées, des prêtres, des administrateurs, des artisans. Dans les climats tropicaux, il n'y a pas d'hiver. Chaleur et humidité toute l'année créent des conditions parfaites pour le gâchis. Les stocks de grains pourrissent en quelques mois. Les insectes infestent tout. La moisissure pousse sur les stocks alimentaires avec une rapidité terrifiante.
Certaines sociétés africaines développaient des techniques de conservation intelligentes, séchage, fumage, fermentation. Mais rien ne pouvait égaler les capacités de stockage des civilisations tempérées. Cela signifiait que les sociétés africaines avaient beaucoup plus de mal à soutenir de grandes populations urbaines ou à maintenir des armées permanentes pendant des périodes prolongées. Vous ne pouviez pas stocker de nourriture pour les années maigres. Vous ne pouviez pas nourrir un grand nombre de spécialistes non agricoles. Chaque récolte devait être consommée relativement rapidement, laissant peu de place pour l'accumulation de surplus qui finançait la construction de civilisations ailleurs. Puis il y a le coût métabolique pur de vivre dans la chaleur tropicale. Votre corps doit travailler constamment pour se refroidir. La transpiration brûle des calories. L'augmentation du rythme cardiaque et du flux sanguin vers la peau brûle des calories. Juste exister dans des températures au-dessus de 30 degrés Celsius nécessite significativement plus d'énergie que de vivre dans des zones tempérées. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais multiplié à travers toute une population sur des générations. Les gens dans les climats tropicaux ont besoin de plus de nourriture juste pour maintenir la fonction de base. Ils ont moins d'énergie restante pour le travail physique intensif. Ils sont plus vulnérables aux pénuries alimentaires parce qu'ils ont des marges plus petites entre une nutrition adéquate et la famine. Les colons européens ont remarqué cela et l'ont complètement mal interprété. Ils voyaient les Africains travailler moins intensivement que les Européens et concluaient qu'ils étaient paresseux. Ils ne comprenaient pas qu'ils observaient l'adaptation métabolique à la chaleur. Travaillez trop dur dans la chaleur tropicale sans hydratation et refroidissement adéquat et vous mourrez. Les schémas de travail européens conçus pour les climats tempérés étaient littéralement inappropriés aux conditions tropicales. Mais les défis climatiques n'étaient rien comparés au fardeau de la maladie. Et c'est là où le succès évolutif de l'Afrique est devenu sa malédiction développementale. Souvenez-vous, les humains ont évolué en Afrique. Nous y avons vécu plus longtemps que partout ailleurs. Et nos maladies aussi. Malaria, maladie du sommeil, fièvre jaune, cécité des rivières, schistosomiase, des dizaines de vers parasites, des infections bactériennes qui existaient à peine ailleurs. L'Afrique les avait toutes et elles évoluaient aux côtés des humains depuis des centaines de milliers d'années. La malaria à elle seule était probablement le plus grand frein à la croissance de la population africaine dans l'histoire. Causée par des parasites du plasmodium transmis par les moustiques Anopheles. La malaria crée des cycles de fièvre, d'anémie et de dommages aux organes. Elle tue les enfants en nombre énorme. Même les survivants souffrent souvent de déficiences cognitives et de retard de développement dus à des infections répétées. La réponse évolutive était remarquable. Le trait drépanocytaire où vous portez une copie du gène de la drépanocytose mais pas deux, offre une protection significative contre la malaria. Si vous avez un gène drépanocytaire, vos globules rouges sont des environnements hostiles pour les parasites du paludisme. La sélection naturelle favorisait ce trait si fortement que malgré ses coûts, porter deux copies cause la drépanocytose, il s'est répandu à travers les régions malariques d'Afrique. C'est l'évolution en action. Des populations s'adaptant à un environnement de maladie si létal que même une mutation avec de sérieux inconvénients devient avantageuse. Mais voici le coup. Le trait drépanocytaire offre une protection mais pas l'immunité. Les gens contractaient toujours la malaria, mouraient toujours de celle-ci, souffraient toujours de ses effets débilitants. Et la maladie drépanocytaire qui affectait ceux qui héritaient de deux copies? Brutale, douloureuse, souvent fatale avant l'âge adulte. Des adaptations similaires se produisaient avec d'autres maladies. La négativité de Phi, une variante du groupe sanguin qui offre une protection contre le paludisme vivax, est devenue presque universelle en Afrique de l'Ouest. La déficience en G6PD, malgré causer ses propres problèmes, se répandait parce qu'elle offrait une certaine protection contre la malaria. Les populations africaines étaient enfermées dans une course aux armements évolutifs avec leurs maladies. Adaptations s'empilant sur des adaptations, chacune avec ses propres compromis et coûts. Comparez cela à l'Europe. Les Européens faisaient face à des maladies aussi, évidemment. La peste, la variole, le typhus, le choléra. Mais avec des différences cruciales. La plupart des maladies européennes étaient aiguës plutôt que chroniques. Elles vous tuaient ou vous récupériez et gagniez l'immunité. Au fil des siècles, les populations européennes développaient la résistance à travers les survivants ayant des enfants. Chaque épidémie laissait derrière elle une population légèrement plus résistante qu'avant.
Les maladies tropicales africaines ne fonctionnaient pas comme ça. La malaria ne vous donne pas l'immunité. Vous pouvez être réinfecté des centaines de fois. La maladie du sommeil ne devient pas moins létale avec l'exposition. Ces maladies créaient une attrition constante et meurtrière qui ne se relâchait jamais, ne permettait jamais aux populations de développer une immunité complète, ne devenait jamais moins dangereuse avec le temps. Puis il y avait la mouche tsetse. Cet insecte, à peine la taille d'une mouche domestique, créait une barrière au développement à travers de vastes étendues d'Afrique, plus efficace que n'importe quelle chaîne de montagne ou désert. Les mouches tsetse portent des trypanosomes, des parasites qui causent la maladie du sommeil chez les humains et la nagana chez le bétail. Et elles rendaient de grandes parties de l'Afrique tropicale essentiellement inhabitables pour les bovins, les chevaux et autres animaux domestiques. La ceinture de tsetse couvrait des millions de kilomètres carrés d'Afrique centrale et occidentale. Tout bétail introduit dans ces zones mourait en quelques mois. Cela signifiait que les sociétés africaines dans les régions de tsetse ne pouvaient pas utiliser d'animaux de trait pour labourer, ne pouvaient pas utiliser d'animaux pour le transport, ne pouvaient pas accumuler de richesses dans des troupeaux comme le faisaient les sociétés à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique tempérée. Les implications agricoles étaient stupéfiantes. En Europe, un agriculteur avec une charrue tirée par des bœufs pouvait cultiver 10 fois plus de terre que quelqu'un utilisant des outils à main. La puissance animale était la différence entre l'agriculture de subsistance et la production excédentaire. Sans elle, les agriculteurs africains dans les régions de tsetse étaient en permanence limités à de petites parcelles travaillées par le muscle humain seul. Les implications du transport étaient tout aussi sévères. Sans chevaux ou bœufs, déplacer des marchandises nécessitait des porteurs humains. Cela rendait le commerce à longue distance coûteux et limité. Cela rendait les campagnes militaires difficiles parce que vous ne pouviez pas déplacer les approvisionnements efficacement. Cela créait des barrières naturelles à la construction d'empires et à l'intégration économique. Certaines sociétés africaines s'adaptaient brillamment. Les peuples d'Afrique de l'Ouest développaient des races de bovins résistants à la tsetse. Les pasteurs d'Afrique de l'Est apprenaient à vivre dans les zones frontalières entre les zones de tsetse et les prairies, se déplaçant saisonnièrement pour éviter les mouches. Mais c'était des contournements pour un problème qui fondamentalement n'existait pas dans la plupart de l'Eurasie. Et voici où tout se compose. Le climat tropical rend l'agriculture plus difficile et le stockage des aliments presque impossible. La malaria et d'autres maladies tuent les enfants et affaiblissent les adultes. Les mouches tsetse empêchent l'élevage et le transport animaux à travers de vastes régions. Chaque problème aggrave les autres. Une faible productivité agricole signifie moins de surplus pour se protéger contre la maladie. Un fardeau de maladies élevé signifie moins de main-d'œuvre pour l'agriculture. Le manque d'animaux de transport signifie que vous ne pouvez pas compenser en commerçant de la nourriture de régions éloignées. Pendant ce temps, dans l'Eurasie tempérée, le contraire se produit. De bons sols produisent des surplus fiables. Le stockage efficace des aliments tamise les mauvaises années. Les animaux de trait multiplient la productivité agricole. Un fardeau de maladies plus faible signifie plus de gens survivent jusqu'à l'âge adulte et contribuent à la société. Chaque avantage compose les autres. Rien de tout cela ne rendait les Africains moins intelligents, moins innovants ou moins capables. Le dossier archéologique montre les sociétés africaines développant des technologies sophistiquées, des systèmes politiques complexes, des traditions artistiques impressionnantes. Mais ils le faisaient en combattant avec une main attachée dans le dos. En fait, les deux mains. Et des poids sur leurs chevilles. Et quelqu'un les faisant constamment trébucher. Les populations humaines qui évoluaient dans ces environnements difficiles développaient en fait des adaptations remarquables. Différentes proportions corporelles pour la dissipation de la chaleur. Des mécanismes de transpiration plus efficaces. Des variantes génétiques qui offraient une résistance aux maladies. C'étaient des innovations évolutives aussi impressionnantes que n'importe quelle technologie, mais c'étaient des solutions à des problèmes auxquels les populations tempérées ne faisaient tout simplement pas face. Au moment où les Européens sont arrivés en Afrique avec leurs fusils et leurs navires, ils ne rencontraient pas des sociétés qui avaient échoué à se développer. Ils rencontraient des sociétés qui menaient une bataille beaucoup plus difficile depuis beaucoup plus longtemps. La différence dans les résultats n'était pas une question de capacité. C'était une question des façonneurs invisibles de l'histoire, le climat et la maladie, les forces que personne ne contrôlait, mais qui contrôlaient tout. Voici quelque chose que personne ne vous dit sur la révolution agricole.
Ce n'était pas une révolution. C'étaient des dizaines de révolutions séparées se produisant indépendamment à travers le monde. Chacune façonnée par ce qui poussait dans le sol quand les gens décidaient d'arrêter de vagabonder et de commencer à planter. Et les cultures ont fait toute la différence. Imaginez-vous il y a 10 000 ans dans le croissant fertile, cet arc de terre s'étendant du golfe Persique à travers l'Irak et la Syrie moderne jusqu'à la côte méditerranéenne. Vous êtes un chasseur-cueilleur envisageant un changement radical de mode de vie. Vous pensez à rester au même endroit, à planter des graines, à attendre la récolte au lieu de suivre les animaux de chasse et les plantes saisonnières. Maintenant, regardez ce qui pousse autour de vous. Le blé sauvage, l'orge sauvage, les lentilles, les pois chiches, les pois. Ce ne sont pas n'importe quelles plantes. Ce sont absolument parfaites pour l'agriculture. Les graines sont grandes, pleines de calories et de protéines. Elles poussent rapidement, produisant souvent une récolte en quelques mois. Plus importante encore, ce sont des annuelles autopollinisatrices. Vous n'avez pas besoin de plantes multiples pour produire des graines. Vous n'avez pas besoin d'attendre des années qu'un arbre mûrisse. Vous plantez au printemps, récoltez en été, et les graines se conservent magnifiquement pendant des mois, voire des années, sans pourrir. C'est comme trouver un manuel d'instruction pour la civilisation simplement posé sur le sol. Ces cultures fondatrices, comme les historiens de l'agriculture les appellent, avaient un autre avantage crucial. Elles étaient déjà à mi-chemin de la domestication avant que les humains ne commencent même à essayer. Le blé et l'orge sauvage avaient de grandes graines par rapport à la plupart des herbes sauvages. Ils poussaient en peuplement dense qui était facile à récolter en vrac. Leur composition génétique signifiait que des mutations pour une récolte plus facile, des graines plus grandes et un meilleur goût, apparaissaient fréquemment et pouvaient être sélectionnées rapidement. En quelques milliers d'années, les agriculteurs du croissant fertile avaient transformé ces plantes sauvages en variétés domestiquées qui nourriraient des empires. Le blé qui retenait ses graines au lieu de les disperser au vent. L'orge qui germinait de manière prévisible et poussait en rangées nettes. Les lentilles qui produisaient des récoltes riches en protéines avec un effort minimal. Les chiffres racontent l'histoire. Un acre de blé pouvait produire suffisamment de calories pour nourrir une famille pendant un an avec un surplus restant. Ce surplus changeait tout. Maintenant, voyagez au sud vers l'Afrique subsaharienne à peu près à la même période. Vos ancêtres font également la transition de la chasse et de la cueillette vers l'agriculture. Mais regardez avec quoi ils travaillent. Les cultures sont complètement différentes. Le sorgho, le mil perlé, le riz africain, les ignames, le teff, le café. Ce sont des plantes impressionnantes, incroyablement bien adaptées aux conditions africaines. Résilientes, résistantes à la sécheresse, nutritives. Mais elles sont aussi plus difficiles à domestiquer et plus difficiles à stocker. Prenez le sorgho. Il est brillamment adapté aux conditions chaudes et sèches où le blé se flétrirait et mourrait. Il peut survivre à des sécheresses qui dévasteraient d'autres cultures. Il produit des grains nutritifs qui peuvent être moulus en farine. Mais le sorgho sauvage est un cauchemar à récolter. Les graines se brisent facilement, se dispersant avant que vous puissiez les collecter. Les plantes poussent irrégulièrement, rendant l'agriculture systématique difficile. Et le domestiquer nécessitait de sélectionner des dizaines de traits simultanément, un processus qui a pris des milliers d'années de plus que la domestication du blé. Le riz africain, domestiqué indépendamment dans le delta du Niger, faisait face à des défis similaires. Il était incroyablement productif dans les environnements de zones humides, mais il nécessitait une gestion précise de l'eau et poussait mieux dans des niches écologiques spécifiques. Vous ne pouviez pas simplement le planter n'importe où et attendre des résultats. Les ignames présentaient des problèmes différents. Ce sont des tubercules, pas des grains, ce qui signifie qu'ils fournissent beaucoup de calories mais ne se stockent pas aussi facilement. Un sac de graines de blé peut rester dans un entrepôt sec pendant des années. Les ignames commencent à germer ou à pourrir en quelques mois. Cela rend le commerce à longue distance plus difficile et l'accumulation de surplus plus difficile. Et voici la chose qui compte vraiment. Ce n'est pas que les cultures africaines étaient inférieures. Dans leurs environnements, elles étaient souvent supérieures. Le sorgho et le mil pouvaient pousser dans des conditions qui tueraient le blé. Les ignames fournissaient plus de calories par acre que la plupart des cultures céréalières. Le riz africain était parfaitement adapté aux systèmes fluviaux du continent. Mais elles ne fournissaient pas les mêmes opportunités économiques et sociales que les cultures fondatrices du croissant fertile.
Parlons de ce que le surplus alimentaire signifie réellement pour une société. Quand vos agriculteurs produisent plus de nourriture qu'ils n'en ont besoin pour survivre, des choses magiques deviennent possibles. Tout le monde n'a plus besoin d'être agriculteur. Dans le croissant fertile et plus tard à travers l'Eurasie, le surplus de blé et d'orge créait un nouveau type d'être humain. Le spécialiste, la personne qui ne cultivait pas du tout, mais passait plutôt ses journées à faire quelque chose d'autre. Faire de la poterie, travailler le métal, construire des maisons, tenir des registres, organiser le commerce, mener des armées, interpréter la volonté des dieux. Ce n'était pas du luxe. C'était la fondation d'une civilisation complexe. Vous ne pouvez pas avoir de soldats professionnels si ces soldats doivent passer la moitié de leur temps à cultiver pour manger. Vous ne pouvez pas avoir de scribes développant des systèmes d'écriture s'ils récoltent du blé 8 mois par an. Vous ne pouvez pas avoir d'architectes concevant des systèmes d'irrigation s'ils doivent s'occuper de leurs propres champs. Le surplus de grains stockables rendait la spécialisation possible. Et la spécialisation rendait tout le reste possible. En quelques milliers d'années d'agriculture commençant dans le croissant fertile, vous aviez des villes. De vraies villes avec des milliers d'habitants, dont la plupart ne plantaient jamais une seule graine. Ils étaient nourris par des agriculteurs qui produisaient des surplus massifs stockés dans des greniers, distribués par une bureaucratie de plus en plus complexe. Ces villes devenaient des centres d'innovation. Quand vous mettez des milliers de spécialistes en proximité étroite, les idées entrent en collision. Le potier apprend quelque chose du métallurgiste. L'architecte applique des principes de l'ingénieur d'irrigation. Le prêtre astronome suivant les saisons à des fins religieuses développe accidentellement les mathématiques. La technologie se compose. Chaque innovation s'appuie sur la précédente. Et la vitesse de l'innovation est directement proportionnelle au nombre de spécialistes que vous pouvez soutenir, qui est directement proportionnel à la quantité de surplus alimentaire que votre système agricole produit. Maintenant, regardez ce qui s'est passé en Afrique. L'agriculture s'est développée indépendamment dans plusieurs régions africaines. Les preuves archéobotaniques indiquent que la région du Sahel a domestiqué le sorgho et le mil perlé, probablement entre 5000 et 3000 avant notre ère, bien que les dates exactes fassent encore l'objet de débats parmi les spécialistes. L'Afrique de l'Ouest a domestiqué les ignames et le riz africain dans des périodes similaires. L'Éthiopie a domestiqué le teff et le café, ce dernier devenant une culture majeure bien plus tard dans l'histoire. C'étaient de véritables révolutions agricoles. Des sociétés humaines transformant fondamentalement leurs relations avec la production alimentaire. Mais le surplus était plus petit. Ces cultures de tubercules ne se stockaient pas aussi facilement, limitant combien pouvait être accumulé. Les cultures céréalières nécessitaient plus de travail et produisaient des rendements moins prévisibles. Les spécialistes émergeaient plus lentement. Les villes se développaient certainement, mais elles apparaissaient des milliers d'années plus tard que dans le croissant fertile et restaient généralement plus petites. Ce n'était pas une question d'intelligence ou de capacité. Les agriculteurs africains étaient brillants. Les techniques agricoles développées pour la culture du sorgho dans des conditions de précipitations imprévisibles étaient incroyablement sophistiquées. Les systèmes d'irrigation construits pour le riz africain dans le delta du Niger étaient des merveilles d'ingénierie. Les pratiques de gestion des sols développées pour la culture des ignames montraient une compréhension profonde de l'écologie. Mais ils travaillaient avec une base agricole différente. Et cette base imposait des contraintes différentes. Puis il y a le problème géographique. L'agriculture se propage le plus rapidement le long des lignes de latitude à travers les régions avec des climats et des conditions de croissance similaires. Le blé domestiqué dans le croissant fertile pouvait être cultivé avec une adaptation minimale à travers toute la Méditerranée, à travers l'Asie centrale, dans le nord de l'Europe. C'est tout à peu près la même latitude avec des schémas saisonniers et des plages de température similaires. Le paquet agricole, le blé, l'orge, les lentilles, plus les moutons, les chèvres, le bétail et les porcs domestiqués, s'est répandu à travers l'Eurasie comme un feu de forêt. En quelques milliers d'années, les agriculteurs en Espagne et les agriculteurs en Chine occidentale cultivaient essentiellement les mêmes cultures et élevaient les mêmes animaux. L'Afrique s'étend du nord au sud. Différentes latitudes signifient différents climats, différentes saisons de croissance, différents parasites et maladies. Les cultures domestiquées dans le Sahel ne pouvaient pas simplement se répandre vers le sud dans la ceinture de forêt tropicale. Des conditions complètement différentes nécessitaient des systèmes agricoles complètement différents.
Les ignames d'Afrique de l'Ouest ne pousseraient pas dans le Sahel sec. Le teff des hauts plateaux éthiopiens nécessitait des plages d'altitude et de température spécifiques. Donc, l'agriculture africaine se développait comme une mosaïque de systèmes régionaux, chacun brillamment adapté aux conditions locales, mais pas facilement transférable entre les régions. La connaissance et les techniques se répandaient plus lentement. L'effet d'intérêt composé de l'innovation agricole fonctionnait à un rythme différent. Et il y a un facteur supplémentaire que les historiens commencent seulement à pleinement apprécier. L'Afrique avait des mouches tsetse. Ces minuscules insectes portent la trypanosomiase, la maladie du sommeil chez les humains, la nagana chez le bétail. Ils rendaient de vastes régions de l'Afrique subsaharienne essentiellement impossibles pour l'élevage de bétail. Pas de labour avec des bœufs, pas de lait, pas de source de viande fiable qui pouvait être élevée et gérée. Cela signifiait que l'agriculture africaine était plus intensive en travail. Sans animaux de trait, vous ne pouviez pas labourer efficacement de grands champs. Sans système de fertilisation basé sur le bétail, la gestion des sols nécessitait des techniques différentes. Le surplus agricole était nécessairement plus petit parce que le produire nécessitait plus de travail humain. Comparez cela à l'Eurasie, où le bétail, les chevaux et les buffles d'eau fournissaient à la fois le travail et l'engrais. Un agriculteur avec une équipe de charrues pouvait travailler beaucoup plus de terre qu'un agriculteur avec juste une houe. Le surplus par agriculteur était dramatiquement plus élevé, ce qui signifiait que plus de spécialistes pouvaient être soutenus par unité de population agricole. Il y a 2000 ans, les conséquences étaient visibles à travers les deux continents. L'Eurasie avait développé des civilisations agricoles interconnectées s'étendant de l'Atlantique au Pacifique. Des empires massifs soutenus par des surplus de blé et de riz. Des armées professionnelles, des bureaucraties, des classes d'artisans, des réseaux de marchands, des systèmes d'écriture, des traditions mathématiques, des innovations architecturales. Tout construit sur la fondation de surplus de grains stockables. L'Afrique avait développé ses propres sociétés complexes, certainement. Le Grand Zimbabwe, les royaumes du Sahel, l'Empire aksumite. Mais il travaillait avec des fondations agricoles différentes, faisant face à des barrières géographiques différentes, et accumulant des innovations technologiques à un rythme différent. Rien de cela n'était prédéterminé par la biologie ou l'intelligence. C'était les cultures, c'était la géographie, c'était l'accident de quelle plante poussait ou quand les humains décidaient de commencer à cultiver. Vos ancêtres n'ont pas choisi de domestiquer le blé ou le sorgho basé sur un calcul rationnel de ce qui conduirait à un développement civilisationnel plus rapide. Ils ont domestiqué ce qui était disponible, ce qui poussait dans leur environnement, ce que leurs connaissances et outils pouvaient gérer. Mais ces choix, ou vraiment ces accidents de géographie, ont résonné à travers les millénaires. Ils ont façonné tout ce qui est venu après. La vitesse du développement technologique, la taille des villes, la complexité des systèmes politiques, la capacité de soutenir des armées et des bureaucraties professionnelles. Différentes cultures créaient différents destins. Pas meilleurs ou pires, juste profondément différents. Et ces différences se composaient décennie après décennie, siècle après siècle, créant les trajectoires historiques divergentes qui définiraient les continents pendant des milliers d'années. Mais l'histoire de l'agriculture ne faisait que commencer. Ce qui s'est passé ensuite multiplierait ses avantages et désavantages de manière que personne n'aurait pu prédire. Donc les humains avaient compris l'agriculture. Ils domestiquaient des animaux, développaient des outils, construisaient des villages. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'était pas pareil partout. Pas même proche. À travers le monde, les sociétés humaines prenaient des chemins radicalement différents vers la complexité. Certaines construisaient des empires massifs qui régnaient sur des millions. D'autres restaient dans des structures politiques plus petites et plus distribuées. Et pendant des siècles, les historiens ont regardé cette divergence et ont tiré exactement les mauvaises conclusions. Ils ont supposé que les sociétés qui construisaient de grands États centralisés étaient en quelque sorte plus avancées, plus intelligentes, plus civilisées. Ils avaient tort. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la géographie, la maladie et le pur hasard aléatoire ont créé des conditions où certains types d'organisations politiques devenaient avantageux. Et dans de nombreux cas, les sociétés qui ne construisaient pas d'empires massifs n'échouaient pas à innover. Elles choisissaient activement des structures organisationnelles qui avaient plus de sens pour leurs environnements spécifiques. Mais commençons par ce qui s'est réellement développé,
parce que le dossier historique a été sauvagement déformé. Quand la plupart des gens pensent aux empires anciens, ils pensent à Rome, à la Grèce, à la Perse, à la Chine, peut-être à l'Égypte s'ils sont historiquement instruits. Mais l'Afrique avait des empires qui auraient rendu les empereurs romains jaloux. Des empires que la plupart des manuels d'histoire oublient mystérieusement de mentionner. L'empire du Mali à son apogée au XIVe siècle contrôlait plus de territoire que l'Europe occidentale. Plus important encore, il contrôlait le commerce transsaharien de l'or, ce qui en faisait possiblement l'État le plus riche sur Terre. Quand Mansa Musa, l'empereur du Mali, a fait son pèlerinage à la Mecque en 1324, les chroniques arabes contemporaines rapportent qu'il a apporté des quantités d'or si considérables que sa générosité excessive aurait perturbé l'économie égyptienne. Selon plusieurs sources historiques, dont les écrits d'Al-Makrizi, les dons massifs d'or au Caire auraient temporairement dévalué le métal pendant plusieurs années. Ces récits, bien que parfois embellis dans la tradition orale, témoignent néanmoins de la richesse extraordinaire de l'empire malien. Pensez-y, un seul dirigeant africain portait suffisamment de richesse pour déstabiliser l'économie de l'un des centres commerciaux les plus sophistiqués du monde. Ce n'était pas une petite chefferie mineure. C'était une superpuissance. L'empire Songhai qui a suivi le Mali était encore plus grand, s'étendant à travers l'Afrique de l'Ouest et contrôlant des routes commerciales clés qui connectaient l'Afrique subsaharienne à la Méditerranée et au-delà. Sa capitale, Tombouctou, n'était pas juste un centre commercial. C'était l'une des grandes universités du monde avec des bibliothèques contenant des centaines de milliers de manuscrits sur les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la philosophie. En Afrique australe, le royaume du Grand Zimbabwe construisait des villes en pierre sans mortier. Des structures si impressionnantes que les premiers archéologues européens ne pouvaient littéralement pas croire que les Africains les avaient construites. Ils inventaient des théories élaborées sur des civilisations blanches perdues plutôt que d'accepter les preuves évidentes que les ingénieurs africains avaient maîtrisé des techniques de construction sophistiquées. En Afrique de l'Est, le royaume d'Aksum était une puissance commerciale majeure du 1er au 8e siècle, frappant sa propre monnaie et maintenant des relations diplomatiques avec Rome et la Perse. C'était l'un des premiers royaumes majeurs à adopter officiellement le christianisme et son influence a façonné tout le développement de la région. Et bien sûr, l'Égypte. L'Égypte ancienne n'était pas séparée de l'Afrique, malgré comment elle est souvent enseignée. C'était une civilisation africaine construite par des gens africains qui dominaient le monde méditerranéen pendant 3000 ans. Donc, pourquoi la plupart des gens ne connaissent pas ces empires? C'est une histoire à laquelle nous reviendrons plus tard. Mais le point est que l'Afrique a absolument développé une organisation politique à grande échelle. L'idée qu'elle ne l'a pas fait est de la fiction historique créée pour justifier le colonialisme. Mais voici la question. Si l'Afrique et l'Europe ont toutes deux développé des États et des empires complexes, pourquoi se sont-ils développés différemment? Pourquoi la formation de l'État européen a-t-elle finalement conduit au type spécifique d'avantages technologiques et militaires qui se révéleraient si dévastateurs pendant la période coloniale? La réponse revient encore une fois à la géographie, mais pas de la manière que vous pourriez penser. La géographie de l'Europe crée un ensemble très spécifique de conditions. C'est un continent relativement petit divisé par des montagnes, des rivières et des mers en compartiments naturels. Ces barrières étaient suffisamment significatives pour empêcher n'importe quel empire unique de dominer facilement tout le continent, mais pas si significatives que le commerce et la communication étaient impossibles. Cela créait ce que les historiens appellent un système multipolaire compétitif. Des dizaines de royaumes, de principautés et de cités-États, tous entassés dans une zone relativement petite, tous en compétition constante pour les ressources et le territoire. Si vous vouliez survivre en tant qu'État européen, vous deviez innover militairement, économiquement et politiquement parce qu'il y avait toujours des rivaux juste à côté, prêts à vous conquérir si vous preniez du retard. Cette compétition était brutale. Entre 1500 et 1914, les grandes puissances européennes étaient en guerre environ 60% du temps. La guerre n'était pas l'exception. C'était l'état par défaut de la politique européenne. Cette guerre constante conduisait à un type particulier d'innovation. Les États qui pouvaient taxer plus efficacement, organiser de plus grandes armées et développer de meilleures armes survivaient. Les États qui ne le pouvaient pas disparaissaient. Au fil des siècles, cette pression de sélection créait des États de plus en plus centralisés, bureaucratiques et militarisés. La géographie de l'Afrique était différente.
Elle est massive, 3 fois la taille de l'Europe, et son intérieur était plus difficile à naviguer. Moins de ports naturels, des rivières interrompues par des chutes d'eau, de vastes déserts créant des barrières naturelles entre les régions. Cela signifiait que les États africains contrôlaient souvent des réseaux commerciaux plutôt que des territoires continus. Les grands empires africains étaient fréquemment organisés autour du contrôle de routes clés, le commerce de l'or, le commerce du sel, les routes de caravanes transsahariennes, plutôt que de tenir chaque mille carré de territoire. Ce n'était pas une organisation politique inférieure. C'était une organisation politique différente adaptée à des réalités géographiques différentes. Mais elle ne créait pas le même genre de compétition militaire intense et constante qui caractérisait l'Europe. Il y a un autre facteur crucial, les systèmes d'écriture et comment ils étaient utilisés. Maintenant, l'Afrique avait l'écriture. Plusieurs systèmes d'écriture, en fait. Les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne, l'écriture guirise d'Éthiopie, divers systèmes d'écriture indigènes d'Afrique de l'Ouest. Mais la diffusion et l'utilisation de l'écriture variaient énormément selon l'environnement et la structure politique. En Europe, l'écriture devenait essentielle pour l'administration de l'État relativement tôt. Les Romains construisaient leur empire sur la loi écrite, les registres écrits, la communication écrite à travers de vastes distances. Quand Rome est tombée, l'alphabétisation a dramatiquement décliné. Mais l'idée de l'écriture comme essentielle à la gouvernance n'a jamais complètement disparu. Alors que les États européens se reconstruisaient après l'effondrement de Rome, l'écriture devenait la fondation de l'administration bureaucratique. Registres fiscaux, codes légaux, listes militaires, accords commerciaux, tout était écrit. Cela créait une sorte de mémoire institutionnelle. La connaissance pouvait s'accumuler à travers les générations même quand les dirigeants individuels étaient incompétents. Plus importante encore, la révolution de l'imprimerie en Europe dans les années 1450 créait une accélération exponentielle. Soudain, la connaissance pouvait être dupliquée et distribuée à une échelle sans précédent. Une découverte faite à Venise pouvait être connue à Londres en quelques semaines. Cela créait un effet de réseau de connaissances. L'information se construisait sur l'information plus rapidement que jamais dans l'histoire humaine. En Afrique, les systèmes d'écriture existaient mais servaient des buts différents dans différentes régions. Dans l'Afrique de l'Ouest islamique, l'alphabétisation en arabe était élevée parmi les classes savantes et marchandes. Les bibliothèques de Tombouctou prouvaient que les savants africains produisaient des œuvres écrites sophistiquées sur tous les sujets imaginables. Mais dans de nombreuses sociétés africaines, la transmission de la connaissance restait principalement orale. Ce n'était pas parce que les gens étaient incapables d'écrire. Les traditions orales peuvent préserver l'information avec une précision remarquable à travers les générations. À certains égards, les traditions orales créent une connaissance plus démocratisée parce que tout le monde peut participer, pas seulement une élite lettrée. Mais les traditions orales ont une limitation critique. Elles ne passent pas à l'échelle de la même manière. Un document écrit peut être copié infiniment et transporté n'importe où. Une tradition orale nécessite une transmission de personne à personne. C'est plus intime, plus personnel, mais plus lent à se répandre à travers de grandes populations et de grandes distances. Cela affectait à quelle vitesse certains types de connaissances pouvaient s'accumuler et se composer. Les innovations techniques qui pourraient prendre des générations à se répandre largement dans des sociétés s'appuyant principalement sur la transmission orale pouvaient se répandre en années dans des sociétés avec une alphabétisation généralisée et l'imprimerie. Il y a aussi la question de la densité de population et comment elle affectait l'organisation politique. Le surplus agricole détermine combien de personnes peuvent vivre dans une zone donnée sans cultiver. Plus de surplus signifie plus de gens peuvent se spécialiser dans d'autres activités. L'artisanat, le commerce, l'administration, la guerre. Cela permet des hiérarchies politiques plus complexes. L'agriculture animale domestiquée relativement productive de l'Europe et les céréales soutenaient de hautes densités de population dans de nombreuses régions. Cela signifiait que les États pouvaient extraire des impôts de grandes populations, soutenir des armées professionnelles et financer des bureaucraties administratives élaborées. Des parties de l'Afrique atteignaient des densités de population similaires. Les empires d'Afrique de l'Ouest, les hauts plateaux éthiopiens, la région des Grands Lacs. Ces zones développaient une complexité politique comparable. Mais de vastes régions d'Afrique, particulièrement les zones centrales et australes,
avaient des densités de population plus faibles dues au fardeau de la maladie, aux cultures indigènes moins productives et aux défis environnementaux. Dans ces régions, les grands États centralisés étaient souvent moins avantageux que des structures politiques plus petites et plus flexibles. Cela ne signifie pas que ces sociétés étaient moins sophistiquées. Elles étaient optimisées pour des conditions différentes. Un petit groupe mobile peut survivre à des chocs environnementaux qui dévasteraient une grande population sédentaire. L'autorité décentralisée peut être plus résiliente que le pouvoir centralisé quand les menaces externes sont imprévisibles. Les observateurs européens arrivant des siècles plus tard voyaient cette décentralisation et supposaient qu'elle représentait une organisation politique primitive. Ils manquaient complètement le point. C'étaient des stratégies adaptatives, pas des tentatives échouées de construction d'empire. Et voici quelque chose qui est rarement discuté. Des concepts différents de richesse et de pouvoir. La philosophie politique européenne, particulièrement après la Renaissance, devenait obsédée par le contrôle territorial et l'extraction de ressources. La richesse signifiait contrôler la terre, les mines, les routes commerciales. Le pouvoir signifiait la capacité de mobiliser des armées et de conquérir le territoire. De nombreux systèmes politiques africains avaient des cadres de valeurs différents. Dans certaines sociétés, la richesse était mesurée en personnes, en relations, en alliances. Un dirigeant puissant n'était pas nécessairement celui qui contrôlait le plus de territoire, mais celui qui pouvait mobiliser le plus de partisans, qui avait les réseaux de parenté les plus étendus, qui pouvait négocier le plus de mariages entre familles puissantes. Cela crée différents types de structures politiques, moins axées sur des frontières territoriales rigides, plus axées sur des réseaux d'obligations et d'alliances. Ce n'est ni meilleur ni pire, c'est différent. Mais quand ces systèmes différents ont finalement collisionné pendant la période coloniale, l'un était optimisé pour un type très spécifique de compétition, la guerre industrielle et la conquête territoriale. Et l'autre ne l'était pas. Cette différence remodèlerait le monde. Mais nous prenons de l'avance. Avant cette collision, les deux continents accumulaient des connaissances, construisant sur les fondations que leurs ancêtres avaient posées. Et ce processus d'accumulation, ces intérêts composés de la connaissance humaine, étaient sur le point de s'accélérer au-delà de tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Imaginez que vous regardiez une seule étincelle tomber dans de l'herbe sèche. Seule, ce n'est rien. Juste une brève.